Il est grand, rapide, frappe puissamment et peut pénétrer plus profondément en Russie que toute autre arme ukrainienne. C'est le nouveau missile de croisière dévoilé par l'Ukraine, le Flamingo. Il pourrait donner à l'Ukraine un avantage décisif dans sa guerre de frappe à longue portée contre des cibles au cœur de la Russie. Découvrons la dernière innovation de l'Ukraine sur le champ de bataille et son impact possible sur la guerre. L'existence du Flamingo a été révélée pour la première fois dans une publication sur Facebook par le photojournaliste de l'Associated Press, Efrem Lukatsky. Le moment de cette révélation était particulièrement pertinent. Le lendemain, le président ukrainien, Zelensky, devait se rendre à Washington District de Columbia pour des discussions cruciales avec le président américain Donald Trump, après ses récents entretiens controversés avec le président russe Poutine. Zelensky était accompagné de dirigeants européens, dont le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le premier ministre britannique Sakir Stammer, le chancelier allemand Friedrich Merz et la première ministre italienne Giorgia Meloni. Leur intention était de convaincre Trump de maintenir son soutien à l'Ukraine et de démontrer que l'Ukraine avait toujours les moyens de continuer à résister à l'invasion russe. Porter le combat chez eux et présenter une arme potentiellement révolutionnaire avant ce sommet crucial a renforcé la position de la coalition des volontaires. Au cours de la semaine suivante, plus de détails sur le Flamingo ont émergé, et il semble certainement que cela ait accru la portée des capacités offensives de l'Ukraine. Le Flamingo aurait une portée d'environ 3000 km et serait équipé d'une ogive pesant environ 1150 kg. Missile de croisière terrestre, le Flamingo est lancé depuis des rails sur 2 remorques à 2 essieux et monte brusquement après le tir. C'est une nette amélioration en portée et puissance explosive par rapport aux armes à longue portée actuellement utilisées par l'Ukraine. C'est crucial, car cela permet à l'Ukraine de frapper plus loin en Russie, avec des conséquences bien plus meurtrières, en infériorité numérique et en armement sur le champ de bataille. L'Ukraine résiste courageusement aux avancées russes sur toute la ligne de front, avec peu de preuves qu'elle dispose de la main-d'œuvre ou de la puissance de feu nécessaire pour repousser les Russes des territoires qu'ils ont occupés uniquement par des combats au sol. Cependant, les attaques nocturnes massives de drones et de missiles de l'Ukraine, en plein cœur de la Russie, sont devenus bien plus qu'une simple gêne pour la Russie. En août, une série de frappes sur les infrastructures pétrolières et gazières russes aurait conduit à la fermeture de l'oléoduc Druzhba, qui approvisionne la Hongrie et la Slovaquie en gaz russe, et réduit sa production pétrolière globale de 135%. Le pétrole et le gaz, qui fournissent 20% des revenus nécessaires à la Russie pour financer sa guerre, doivent donc peser lourd. Jusqu'ici, la capacité de l'Ukraine à causer des dégâts était limitée par la portée et la charge utile de ses drones et missiles actuels. Le Flamingo menace de changer radicalement cette équation. En ce qui concerne les missiles à plus longue portée, l'Ukraine ne disposait réellement que de 2 missiles russes de l'époque soviétique dans son arsenal lorsque la Russie a envahi en février 2022. Le SS-21 Scarab, aussi appelé Toshka et le Tu-143, ainsi que quelques Tu-141 Strige similaires mais plus anciens. Les Ré et Strige, à l'origine drones de reconnaissance, ont été transformés en missiles de croisière rudimentaires par les Ukrainiens. Le Toshka était la principale force de missiles balistiques tactiques de l'Ukraine au début de la guerre, remportant quelques succès notables, y compris le naufrage du Saratov à Berdiansk, mer d'Azov, en mars 2022, première grande perte navale russe du conflit. Cependant, les stocks de ces missiles semblent avoir été épuisés, et on en entend très peu parler en 2025. Avec une portée de 15 à 120 km, selon la version, et une erreur circulaire pouvant atteindre 150 mètres, l'impact de ces missiles restait limité. Après le début de la guerre, l'Ukraine a introduit le Neptune, un missile anti-navire subsonique dérivé du SSN-25 Switchblade ou du Kh-35 soviétique adapté à un usage terrestre. Le Neptune est similaire au missile américain RGM-84 Harpoon, aussi utilisé efficacement par l'Ukraine contre des cibles russes. Par exemple, le 17 juin 2022, l'Ukraine a coulé le navire de la marine russe Spasotel Vassili Bek au large de l'île aux Serpents, avec 2 missiles RGM-84 Harpoon, bien que certaines sources aient affirmé qu'il s'agissait en réalité de missiles Neptune. Encore une fois, avec plus de 180 miles de portée et une ogive de 150 kg, sa puissance destructrice reste limitée. En 2023 et 2024, avec peu de Neptune et moins de missiles soviétiques, l'Ukraine comptait surtout sur l'OTAN pour ses missiles. Le plus remarquable est le High Mobility Artillery Rocket System, devenu une arme emblématique du conflit.
L'Ukraine utilise surtout le M31, GLMRS, une variante à roquettes guidée du système, pouvant être lancée par les véhicules chenillés, M270, multiples launch rocket system ukrainiens. High Mobility Artillery Rocket System désigne la version lancée depuis des véhicules d'Aru. La roquette M31 a une portée minimale de 93 miles et peut atteindre des cibles à 43 miles avec une ogive de 200 livres, frappant à Mach 25. Elles ont été très efficaces pour éliminer les équipements russes, les stations radars, les postes de commandement et la logistique à l'arrière immédiat, mais elles n'ont pas la portée nécessaire pour menacer des cibles plus en profondeur à l'intérieur de la Russie. Le Hammer français, ou armement air-sol, modulaire air, armement air-sol modulaire air, fourni en grande quantité à l'Ukraine, a aussi une portée d'environ 43 miles. Bien que ce soit une bombe guidée de 250 kg avec un petit moteur fusée et non un missile, elle a la même fonction. Air-to-Ground Missile 154 Joint Standoff Weapon des États-Unis est aussi une bombe planante utilisée par l'Ukraine comme missile. Le Joint Standoff Weapon n'est pas propulsé. Il a une portée de 12 milles nautiques à basse altitude et de 63 milles nautiques à haute altitude. Il est également doté d'une ogive beaucoup plus lourde, de 500 ou 1000 livres selon la variante. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment un missile, et il ne peut pas frapper en profondeur à l'intérieur de la Russie. Le Storm Shadow britannique et le Scalp emploi général français, aussi largement utilisés par l'Ukraine, sont de vrais missiles. Et ils ont clairement donné à l'Ukraine une capacité accrue pour mener des frappes à longue distance plus puissantes et précises. Ils affichent une portée opérationnelle comprise entre 240 et 550 km, et transportent une ogive pénétrante BROACH, à plusieurs étages de 450 kg. Un autre missile importé très efficace est le M39 Army Tactical Missile System, fabriqué aux États-Unis, introduit en Ukraine à la fin de 2023. Sa portée va jusqu'à 305 km, et il transporte 213 à 254 colons, ou jusqu'à 950 sous-munitions, M74 selon la version. Ces missiles importés ont été essentiels pour l'effort de guerre ukrainien, aidant à détruire équipements et troupes russes, endommager la logistique et les infrastructures à l'arrière et forcer la flotte de la mer Noire à quitter la Crimée, parmi d'autres succès. La Russie n'est pas la plus petite nation et a déplacé beaucoup de ressources hors de portée des missiles ukrainiens. L'Ukraine considère désormais les armes à longue portée comme une priorité. Les missiles coûtent généralement très cher, souvent des centaines de milliers, voire des millions de dollars chacun. Toutes les recettes de l'État ukrainien vont à la guerre, rendant le pays dépendant de l'aide et des prêts étrangers pour régler ses dépenses civiles, salaires et pensions. Ainsi, l'Ukraine a principalement développé des drones d'attaque à longue portée pour répondre à ses besoins plutôt que des missiles, car ils sont beaucoup moins chers à produire, surtout à grande échelle. Cet arsenal de drones est impressionnant, probablement le meilleur au monde vu les difficiles conditions de guerre où il a été développé. Leur portée s'améliore constamment, malgré la limite de charge utile. C'est surtout vrai sur de longues distances, où le poids de la charge utile réduit vitesse et précision des drones, augmente le risque de panne et les rend plus vulnérables. L'arsenal ukrainien comprend des drones importés comme le Dart 250 britannique, capable de transporter 25 kg sur plus de 250 km, et le drone cible aérien Banshee Jet 80, plus utilisé comme drone kamikaze. On sait aussi que l'Ukraine a utilisé des drones TIG-3 turco-pakistanais pour frapper des cibles en Russie. Les spécifications de la charge utile et de la portée restent floues. Le drone importé avec sans doute la plus grande portée est le Destinus Lord, fabriqué en Suisse, pouvant transporter jusqu'à 25 kg sur 750 à 2000 km. On dit que tous ces drones importés ont été abattus en Russie, mais beaucoup ont sans doute atteint leur cible. La plupart des drones d'attaque longue portée utilisés par l'Ukraine en Russie sont conçus et fabriqués en Ukraine. Il y a au moins une douzaine de drones d'attaque à longue portée différents qui ont été identifiés, et plusieurs autres qui semblent être des prototypes ou des créations spéciales uniques. Certains, comme l'Ukrajet UJ-22 Airborne, reprennent la configuration d'un avion léger traditionnel, hélice avant, aile droite et train d'atterrissage fixe. Capables de transporter jusqu'à 20 kg, ces grands drones couvrent environ 800 km. L'Aéropract A-22, Foxbat véhicule aérien sans pilote avion ultra léger ukrainien, biplace à ailes hautes et train tricycle, a été transformé par l'armée ukrainienne en munitions rôdeuses pour des frappes longue portée. Avec une portée de 1000 km et une charge modulable, il a servi à des frappes en profondeur en Russie. Il a notamment été identifié comme le drone ayant attaqué la principale usine Geran à Yelabuga, au Tatarstan, en avril 2024.
C'est à plus de 1300 km de la frontière Ukraine-Russie, ce qui suggère que le drone a une portée plus longue qu'estimée, ou qu'il a peut-être été introduit clandestinement en Russie et lancé depuis là-bas. Donc il est clair que ces drones aériens peuvent être très efficaces. Cependant, leur grande taille, leur lenteur et leur bruit facilitent leur identification et leur destruction, même à basse altitude. C'est pourquoi la majorité des drones d'attaque longue portée ukrainiens sont à réaction. Le UJ-25 Skyline, par exemple, est une munition rôdeuse à réaction développée par Ukrajet comme version armée du drone cible UJ-23 Topaz. Il a une portée de frappe potentielle d'environ 800 km et transporterait une ogive explosive de 10 kg. Le UJ-20 Bober, aussi appelé Castor, est un drone à réaction réputé, produit en masse et utilisé lors d'attaques contre Moscou. Le Castor, avec sa configuration canard, son fuselage élancé et sa queue inversée, a une portée d'environ 1000 km et peut transporter 20 kg. Le drone d'attaque ukrainien à longue portée le plus important est le AM-196 Lyuchi, signifiant féroce. Il aurait une portée opérationnelle de 1000 à 2000 km, la portée maximale pouvant être atteinte grâce à une capacité de carburant accrue ou à des charges utiles plus légères. Sa capacité de charge utile a été augmentée, passant de 50 à 75 kg maximum. La version améliorée a frappé avec succès des cibles à plus de 60 km de la frontière ukrainienne. Le 26 juillet, des drones Lyuchi ont attaqué l'usine de signalisation de Stavropol, produisant des systèmes radars et de guerre électronique. Le Lyuchi compte parmi les drones les plus chers à produire pour l'Ukraine, coûtant environ 20 000 $ pièce. Cependant, cela souligne son importance pour les forces de défense ukrainiennes. En juillet, l'Allemagne a annoncé financer jusqu'à 500 exemplaires. En parallèle, l'Allemagne financera aussi le Barz, premier missile de croisière ukrainien produit en série. Ce processus est peut-être déjà en cours. Selon l'équipe de renseignement pro-ukrainienne spécialisée dans le conflit, dès juillet, tant le Lyuchi que le Barz étaient déployés de plus en plus fréquemment sur la ligne de front. Une photo de l'attaque de Stavropol montre un missile Barz abattu. Peu d'informations sont disponibles sur le Barz. Bien qu'il ait une portée semblable au Lyuchi, il transporte une ogive bien plus grande et va au moins 2 fois plus vite que les 320 km/h du Lyuchi. Il y a donc au moins un autre missile ukrainien avancé, en plus du Flamingo, prêt pour la production de masse, bien qu'il n'ait qu'environ un tiers de la portée de la version longue portée. Il y en avait un autre, le système de missiles balistiques SAPSAN, également connu sous sa désignation d'exportation Prime 2. Cependant, une semaine avant la présentation du Flamingo, le service fédéral de sécurité de la Russie, le service fédéral de sécurité a affirmé avoir détruit les stocks existants du SAPSAN, ainsi que la base technique de la capacité de production du missile. Le service fédéral de sécurité a annoncé avoir localisé les bâtiments et défenses aériennes liés à la production et la protection du missile balistique SAPSAN dans les régions de Soumy et de Dniepropetrovsk, et les a détruits. Les images de contrôle du service fédéral de sécurité montrent plusieurs entreprises industrielles dévastées, même s'il reste à vérifier si ce sont bien celles évoquées par le service fédéral de sécurité. Le SAPSAN était produit en série, utilisé activement et exporté. Annoncé en juin, il a une portée de 700 km et a déjà servi à attaquer des cibles en Russie. Il transporte une ogive d'environ 480 kg, mais sa vitesse de plus de 4800 km/h le distingue des autres missiles et drones ukrainiens, le rendant imperméable à presque tous les systèmes de défense aérienne russes. Et on s'attend à ce qu'il en soit de même pour le Flamingo. Le Flamingo, un produit du fabricant Firepoint basé à Kiev, est nettement plus lent que le SAPSAN, avec une vitesse de croisière d'environ 950 km/h. Cela s'explique en partie par son poids, plus de 13 000 livres, soit 4 fois celui du Tomahawk, ce qui pourrait diminuer sa vitesse. Mais c'est aussi ce qui permet au Flamingo de transporter une ogive aussi lourde sur de si grandes distances. Le Flamingo peut, dans une certaine mesure, être comparé au Tomahawk. En fait, Firepoint était même allé jusqu'à affirmer que le Flamingo est une amélioration significative par rapport aux légendaires missiles lancés en mer des États-Unis. Les Tomahawks sont d'abord dépassés, et en plus technologiquement bien inférieurs. Ils sont bien inférieurs aux Flamingo actuels, et coûtent 5 fois plus cher, selon un représentant de l'entreprise. Le coût d'un missile Tomahawk, incluant développement, acquisition et maintenance, débute à 187 millions de dollars et peut aller jusqu'à 2 millions. Si les calculs de Firepoint sont justes, le coût d'un Flamingo varie entre 350 000 et 2 millions de dollars. Avec le budget limité de l'Ukraine, un partenariat de production semblable à l'accord Barz avec l'Allemagne sera sans doute nécessaire pour augmenter la production selon les besoins du pays.
Ce partenariat existe peut-être déjà en partie. Des observateurs tels que le site The Warzone, notent que le Flamingo ressemble fortement, voire est identique, au missile FP-5, produit par Millennium aux Émirats Arabes Unis. Son design et ses spécifications correspondent presque parfaitement à la brochure Millennium. La relation entre Firepoint et Millennium reste floue. Toutefois, via les liens britanniques de Millennium, le Royaume-Uni pourrait déjà soutenir discrètement le développement du Flamingo. Mis à part le coût, à la plupart des autres égards, l'affirmation de Firepoint selon laquelle le Flamingo serait supérieur au Tomahawk est peut-être exagérée, mais pas de façon significative. Le Tomahawk reste une arme dévastatrice, comme l'a démontré le bombardement par les États-Unis des sites nucléaires iraniens en juin, avec 30 Tomahawks lancés depuis des sous-marins. Le Flamingo a une portée supérieure à la plupart des Tomahawks, transporte plus du double de charge et vole un peu plus vite. Là où le Tomahawk conserve un avantage, c'est grâce à son système de guidage terrain-contour matching éprouvé, qui lui permet de résister au brouillage Global Positioning System, un facteur crucial dans l'environnement de guerre électronique en Ukraine. Le Flamingo utiliserait plutôt un guidage inertiel et satellitaire plus vulnérable. Le Flamingo, avec ses 60 mètres d'envergure et 6 tonnes au lancement, bénéficie d'un design simple à aile droite, qui lui donne une grande portée, une capacité d'emport élevée, et un coût de production inférieur à la plupart de ses concurrents. Cependant, ces caractéristiques le rendent aussi beaucoup plus facile à détecter, surtout puisque, encore une fois selon The Warzone, avec ce qui semble être aucune tentative de réduction de signature, le Flamingo est loin d'être à l'abri d'une interception. Il est vrai que l'Ukraine a réussi, et continue de réussir à frapper des installations russes avec des drones et des missiles qui sont moins détectables, et moins faciles à prévenir que le Flamingo. Plus les missiles coûtent cher, moins c'est impressionnant. L'Ukraine les verra être détruits. Le Flamingo est prêt à jouer un rôle clé dans la guerre en Ukraine, menée par des frappes à longue portée contre la Russie. Les drones longue portée et autres missiles de l'Ukraine se sont révélés très efficaces pour frapper des cibles russes. Cependant, la plupart d'entre eux étant équipés d'ogives au moins 5 fois moins puissantes que celles du Flamingo, leur capacité de destruction reste limitée. L'Ukraine peut cibler des installations sensibles comme la tour de distillation d'une raffinerie, provoquant l'arrêt de la production durant les réparations. Mais ils ne sont pas assez puissants pour détruire toute la raffinerie, contrairement aux frappes de missiles russes, en août à Kremenchug et près d'Odessa. L'Ukraine a aussi frappé au moins une fois l'usine de drones Garand à Yelabuga, au Tatarstan, perturbant la production d'un atelier. Quelques mois après la frappe, le site s'était étendu à 48 800 mètres carrés, produisant 5000 Garand par mois, selon les rapports. Il faudrait probablement des dizaines, voire des centaines de drones pour détruire complètement l'installation, alors qu'une poignée de flamants roses pourrait sans doute accomplir la tâche rapidement et de manière très efficace. Leur usage optimal serait lors de frappes combinées, avec divers drones d'attaque, de diversion, des flamants roses et d'autres missiles moins précieux. Les leurs attirent les tirs, tandis que les drones visent les défenses aériennes et d'autres cibles sensibles. Cela permet aux lourds flamants roses de semer le chaos sur des cibles comme les aérodromes et les usines industrielles, notamment Yelabuga. L'Ukraine dit que le flamant rose a été utilisé au combat, mais nous attendons plus d'informations sur le nombre d'exemplaires, leur production, leur usage et les dégâts causés. Mais une chose est sûre, si le flamant rose tient ses promesses, Poutine fera face à de nouveaux problèmes destructeurs qui l'empêcheront de dormir. Nous vous tiendrons assurément au courant des avancées ici sur The Military Show, alors n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement pour ne rien manquer. Et merci comme toujours de nous regarder.